Merci Eva, bonjour à tous. Alors je suis Pierre Alftermeyer, comme Eva vous l'a dit, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j et je vais vous parler aujourd'hui de Graph Data Science et de réseaux sociaux. Donc comment, avec les graphes, détecter l'émergence de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux. Alors, je vous parle de réseaux, je vous parle de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un réseau? Alors, le mot réseau, l'étymologie du mot réseau, c'est rete en latin, qui veut dire filet. C'est un filet, donc c'est la structure. Ici, vous avez une image, c'est une feuille de chou. Vous voyez qu'elle a une structure, on dit réticulaire, donc en forme de réseau. Donc on peut se dire qu'il y a des points qui sont reliés par des lignes. Quelques exemples de réseaux, pardon, dans la nature, on va avoir des réseaux sanguins, des réseaux routiers. Donc là, on voit encore cette image de points reliés par des lignes, avec aussi une idée de flux. On va voir les réseaux téléphoniques qui vont être un peu dématérialisés, qui vont être constitués par des antennes et des flux de données qui vont être radio, etc. Et ces réseaux, ils évoluent. C'est-à-dire qu'on va maintenant considérer comme un réseau les liens entre les personnes, l'Internet, et aussi avec l'émergence du Web 2.0, on a des réseaux qui sont massivement collaboratifs et massivement relationnels. Donc, un réseau, on peut le définir assez simplement comme un ensemble de nœuds. Ici, ce sont les petits disques de couleurs reliés entre eux par des liens. Le mathématicien Léonard Euler a utilisé un objet mathématique qui s'appelle le graphe, il l'a inventé, de façon à pouvoir modéliser des problèmes de graphes. Alors ici, on a un problème assez connu qui est le problème des ponts de Königsberg. C'est comment traverser tous les ponts de cette ville, mais en ne les traversant qu'une seule fois. Est-ce que c'est possible? Et donc, il a modélisé ça sous forme de graphe. Alors, vous voyez ici des points et des traits pour pouvoir répondre à ce problème. Donc, on va dire que ce problème et sa formalisation, c'est l'acte fondateur de la théorie des graphes et donc de l'étude formelle des réseaux. Qu'est-ce qu'un réseau social? Alors, je vous ai dit que le réseau, il évoluait vers le collaboratif, vers l'échange entre les personnes, etc. Un réseau social, c'est défini par un réseau où il y a des acteurs qui sont des individus et qui vont être reliés par des interactions sociales. Alors, on peut avoir des relations qui sont des liens forts, par exemple, des liens familiaux. Cette personne est mon frère, cette personne est mon conjoint, donc des relations amoureuses, etc. Où on peut avoir des liens faibles. Des personnes, par exemple, partagent le fait de vivre dans une même ville. Et ben, c'est un lien entre eux. Ou alors, ils vont exercer la même profession. Donc voilà, lien fort, lien faible. Les origines de ces liens, au sens informationnel, ça peut être des échanges, des communications, une correspondance entre les personnes, et qui peut souvent être issue de la technologie, via, par exemple, les réseaux sociaux comme Facebook ou comme Twitter, etc. Ou alors des jeux vidéo massivement multijoueurs. Je vais vous montrer un exemple de réseau social ou de vue de réseau social. Ici, c'est une représentation qui s'appelle la roue des amis de Facebook. C'est centré autour d'une personne et ce cercle représente tous les amis d'une personne donnée, des amis déclarés sur Facebook. Et une arête qui va relier deux personnes sur cette roue va représenter un lien d'amitié entre deux personnes, c'est-à-dire parmi mes amis, lesquels sont amis entre eux. Donc c'est clairement un réseau social où les nœuds sont des personnes et les liens sont la relation d'amitié. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, en haut, un peu dans une couleur un peu rose, ou même un peu sur la gauche, mais en haut c'est plus dense, là voilà en pointillé, vous avez une sorte de concentration importante de liens qui va ressembler un petit peu à une clique. Et on va voir que parmi mes amis, il y en a beaucoup qui constituent une sorte de groupe cohérent.
là, je m'intéresse déjà à la morphologie de ce réseau. Cette représentation, elle me permet d'appréhender quelque chose d'important, c'est que les réseaux ont des formes, des motifs, et qu'on peut on peut, en étudiant ces motifs, apprendre beaucoup sur les réseaux. Voici un autre exemple. Alors là, les sommets de ce graphe, de ce réseau, les nœuds, ce sont des mathématiciens. Et une relation entre deux mathématiciens, qu'il faudra lire du haut vers le bas, elle veut dire que le premier mathématicien est directeur de la thèse du mathématicien du dessous. Donc voilà, là on a un réseau social qui est plongé dans l'histoire un petit peu, parce que ça remonte très loin en arrière, et ça permet c'est une sorte d'arbre généalogique des mathématiciens, c'est un réseau social. Et donc sur ce réseau social, on peut retrouver certains nœuds intéressants. Donc Léonard Euler, dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'inventeur de la théorie des graphes, et donc Pierre Terminière, moi-même, que vous pouvez retrouver en beaucoup plus petit et en beaucoup moins important en bas de ce graphe. Voilà. Donc ça, là, on a sur le plan morphologique, on va dire, on a mis en évidence un chemin dans le graphe, c'est-à-dire entre Léonard et Pierre, on a un chemin en rouge pointillé. Donc on peut imaginer qu'il peut être important dans un réseau de découvrir, de mesurer des chemins. Donc encore une fois, on va vers la morphologie. Et donc quand je vous parle de morphologie, je vais vous parler d'analyse structurale. C'est comme ça qu'on appelle ce domaine de la science, de la mathématique, etc. L'analyse structurale, c'est essayer de détecter des traits morphologiques d'un réseau, ou d'un nœud dans un réseau, ou d'un chemin dans un réseau. Alors par exemple, la centralité et l'importance, ça va être dire, voilà, tel nœud de mon réseau, il est important, il est incontournable, il est influent. Détecter des communautés, comme on l'a fait tout à l'heure, on a détecté une clique parmi mes amis Facebook. On a dit, tiens, ces personnes-là, ils forment une communauté cohérente, j'ai envie de pouvoir la détecter algorithmiquement. Ensuite, des similarités, dire que des choses se ressemblent dans un réseau. Soit ils se ressemblent parce qu'ils sont proches, soit ils se ressemblent parce que structurellement, ils ont des traits similaires. Prédire des liens dans un réseau, là, on va avoir envie de se dire, ce lien qui n'existe pas, il est très probable qu'on le voit arriver un jour dans ce réseau. Par exemple, quand on parle d'une relation, d'un réseau social type Facebook d'amitié, si je suis une personne influente et que j'ai deux amis, il est très probable que ces deux personnes se rencontrent et qu'elles deviennent un jour amies à leur tour. Et bien, on a envie de pouvoir mesurer ça. Et en fait, ensuite, rechercher des chemins sur un réseau, c'est-à-dire essayer de dire, voilà, là, il y a une route intéressante entre ces deux nœuds, où voilà, ça peut être des chemins, ça peut être des arbres, ça peut être des motifs au sein de mon graphe. Donc, ce sont différents aspects de l'analyse structurale. Donc, à gauche, on va avoir un peu les entrées théoriques de l'analyse structurale. Ça va être la théorie des graphes. Dans un graphe, on est capable de trouver une chaîne, un cycle, un chemin, un motif, de mesurer une densité de relations, d'établir qu'on a une sous-partie du graphe qui est connexe, donc tous les sommets sont reliés entre eux. On peut essayer de trouver des clics, c'est-à-dire des endroits où les sommets sont fortement connectés les uns avec les autres, etc. Et donc à droite, c'est ce qu'on peut en déduire. On peut, par exemple, par la centralité, dire que voilà, telle personne est une personne qui a du pouvoir. On est capable de détecter des changements à venir, de prédire ces changements. On est capable d'en tirer toutes sortes de connaissances, toutes sortes de mises en perspective, etc. Donc, l'analyse structurale, c'est la théorie des graphes au service de vos cas d'usage, au service de la compréhension d'un domaine. Et voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples de cas d'usage.
Par exemple, ce qu'on appelle le Key Opinion Leader, on va dire l'influenceur clé d'un réseau social. On a envie de connaître dans un réseau social les acteurs incontournables. On a envie de pouvoir, par exemple, si on a une campagne de communication à mener, une campagne de promotion, on a envie de savoir quelles sont les personnes à convaincre en premier. Pour ça, on peut utiliser certains algorithmes mathématiques de la théorie des graphes. Par exemple, ici, la Betweenness Centrality, elle va me dire à quelle fréquence, combien de fois dans le graphe un nœud est sur le plus court chemin entre deux autres nœuds. Et en fonction de ça, donc on a une heatmap. Plus le nœud est rouge, plus il est central dans ce réseau. Donc c'est plutôt plus il est jaune, plus il est central dans ce réseau. Excusez-moi, il y a l'échelle à droite. Donc ça, c'est intéressant. On est capable, avec un algorithme simple de centralité, et on en a d'autres. Hein. C'est pas forcément, suivant le cas d'usage, un algorithme ou un autre sera plus pertinent. À partir d'un algorithme typique de la théorie des graphes, on peut trouver quelles sont les personnes à convaincre en premier. Donc, application directe de la théorie des graphes à mon cas d'usage. Ensuite, une gestion de crise. Imaginez que j'ai un stimulus social, ça peut être une information, une rumeur, et qui peut impacter mon entreprise, qui peut impacter ma communication. J'ai envie d'y réagir de manière optimale. Donc, pour ça, j'ai besoin de connaître mon réseau, par exemple, d'être capable de dire, voilà, j'ai tel type de personnes dans mon réseau, ces personnes-là sont reliées entre elles par un certain type de relation, ces personnes-là se ressemblent, et pour pouvoir déjà superviser la réaction sociale à ce stimulus, et pouvoir ensuite influer pour pouvoir donner une réponse optimale. Donc, par exemple, là, si je sais que j'ai créé des clusters, j'ai créé des sous-groupes de mon réseau qui sont cohérents et qui peuvent être, par exemple, des bulles informationnelles, je peux monitorer à quel point une rumeur va contaminer une bulle, puis une autre, et ensuite essayer de circonscrire la menace si c'en est une, ou bien de le favoriser si j'ai envie que l'information circule. Alors, nous, Neo4j, nous proposons en réponse à ce besoin une base de données graph native. Et je vais vous expliquer pourquoi Neo4j est adapté à ce besoin. Alors, une base de données graph qui implémente le paradigme graphe de propriété. Donc, on va dire un modèle en Neo4j, ça va être un sous-modèle de ce qu'on appelle le graphe de propriété. C'est-à-dire, on a des nœuds. Ces nœuds, ils sont typés. Par exemple, là, on voit qu'il y a des nœuds qui sont des personnes. On voit qu'il y a un nœud qui est une automobile. Et les nœuds, ils peuvent éventuellement avoir des propriétés. Par exemple, le nœud vert, là, va avoir un nom, André, une date de naissance, un handle Twitter. De même, le nœud bleu va avoir un nom et une date de naissance. Et l'automobile va avoir une marque, un modèle, etc. Et puis, entre ces nœuds, on va avoir des relations. Ces relations connectent les nœuds entre eux. Par défaut, ils sont orientés avec Neo4j. Ces relations sont orientées, mais on peut les considérer orientées ou non suivant le besoin. Et elles sont typées, et aussi, elles peuvent admettre des propriétés. Donc ça, c'est le modèle dans lequel on travaille avec Neo4j. C'est une base de données graph native. Alors, cette base de données, on l'appelle graph native parce qu'elle a un langage de requêtage qui est fait pour les graphes, c'est-à-dire Cypher, notre langage de requêtage. Vous voyez ici, ça c'est du Cypher, c'est un motif Cypher. On a des nœuds qui sont entre parenthèses. Vous pouvez prolonger les parenthèses pour faire un rond qui va représenter le nœud. Vous avez des flèches avec comme dans le schéma précédent, vous voyez des sortes de boîtes au milieu de la fenêtre, de la flèche. Eh bien, elles sont représentées par des brackets, par des crochets ici. Donc, ça représente la relation. Et vous avez encore un nœud. Donc, Cypher, c'est pour les graphes. Et ensuite, Neo4j
est un système de gestion de base de données qui implémente le paradigme IFA, Index Free Adjacency, adjacence sans index. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un nœud de votre graphe contient la liste de ses voisins, l'adresse mémoire pour accéder de manière directe, sans intermédiaire, aux voisins. Ce qui permet de traverser le graphe extrêmement rapidement. On peut passer d'un sommet à son voisin puis à son voisin en temps quasiment gratuit sur le plan de la complexité algorithmique. Donc c'est très efficace, très peu coûteux, et ça permet de faire l'équivalent dans un paradigme relationnel qui serait de milliers de jointures sans que ce soit une catastrophe combinatoire. Voilà, c'est ça l'IFA, l'Index Free Adjacency. Et en gros, vous pouvez imaginer que quand vous ingérez les données, elles sont déjà connectées. Vous n'avez pas besoin de rétablir ces connexions au moment de la requête. Et Neo4j, c'est aussi une plateforme analytique. On a une bibliothèque qui s'appelle GDS, pour Graph Data Science. Et cette bibliothèque, alors ça va vous rappeler un petit peu l'analyse structurale, mais elle va vous permettre de réaliser toutes les tâches de l'analyse structurale, parce qu'elle est faite pour la similarité, pour la centralité, etc., pour la recherche de chemin, et même pour d'autres choses. Ici, par exemple, ça, c'est notre icône pour le node embedding. Ça va vous permettre de connecter votre graphe à votre workflow de data science habituel. Voilà l'écosystème dans lequel baigne Neo4j. Donc au centre, vous avez Neo4j. Neo4j, représenté dans un cylindre, parce que c'est une base de données. C'est une base de données d'entreprise, transactionnelle, où tout se passe bien. Elle est scalable. Quand vous écrivez, vous savez que c'est persisté. Donc avec des bonnes propriétés acides pour les DBA. Donc c'est une base de données munie d'une bibliothèque analytique qui s'appelle Graph Data Science et de Neo4j Bloom. Alors, Neo4j Bloom, c'est un outil de visualisation, d'exploration de vos graphes. Alors, à gauche, vous allez être un peu en amont de la base de données. Vous allez voir ce que vous pouvez ingérer dans votre base de données. Donc, toute forme de fichiers texte, JSON, XML, CSV. Vous pouvez vous connecter en amont à d'autres systèmes de gestion de base de données. Vous pouvez ingérer des données sémantiques, des données non structurées. Pour ça, vous avez des outils, vous avez des connecteurs à tous les ETL principaux du marché, à Apache Hop. Vous avez un plugin Neo Semantics qui permet de se connecter à des données RDF. À Apache Spark, pour tout le reste, vous avez Apoc. Alors Apoc, c'est notre bibliothèque utilitaire. Donc voilà, si vous avez un problème, il est probablement déjà résolu par une Apoc. Donc ça vaut le coup de consulter la documentation et même de la parcourir au hasard. Ensuite, à droite, vous allez avoir les cas d'usage. Donc, on a des cas d'usage analytique et des cas d'usage de management de données. Donc, vous allez avoir l'optimisation de chemin, identification des risques, détection d'attrition. Est-ce que votre client va rester avec vous? What if et impact analysis, essayer en cas de problème ou dans l'hypothèse d'un problème, deviner, voir ce qui va se passer, prédire ce qui va se passer, ce qui va être impacté. Feature engineering, donc vous allez pouvoir enrichir les données de vos modèles de machine learning, moteur de recommandation. Et ensuite, dans le data management, X360, vous avez envie de pouvoir connaître tout l'environnement de ce qui vous intéresse, de votre client, par exemple, de votre fournisseur. Root cause analysis, vous avez envie de savoir ce qui provoque une observation. Et ensuite, data compliance, governance, provenance, lineage, on a envie d'avoir le pouvoir et la vision sur les données qui sont aujourd'hui souvent le trésor de guerre d'une entreprise. Et donc, pour consommer les données, vous avez la possibilité de vous connecter à la plupart des outils de visualisation du marché. Si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique que Bloom, qui est généraliste, vous avez aussi la capacité vous avez aussi des drivers et à peu près pour tous les outils du langage. Donc ici, on a Python et Java, pour tous les langages du marché, Python, Java, mais à peu près, j'imagine, tous ceux que vous utilisez ont un connecteur vers Neo4j développé par nos soins et au pire des cas par notre communauté open source. Mais dans 90% des cas,
il y a un connecteur supporté. Et ensuite, GraphQL, on est capable, à peu de frais, à peu de code, on est capable de construire une API de consommation de vos données, d'exposer votre modèle à vos applications. Et ça, on a ce qu'on appelle la grande stack, donc, qui permet de faire ça avec des applications, par exemple Node.js, très facilement. Et ensuite, vous pouvez utiliser Neo4j au sein d'outils de machine learning tels que Dataiku ou Kenheim. Donc, par exemple, si vous utilisez Dataiku DSS, vous allez pouvoir créer dans votre workflow une cellule Neo4j qui va appliquer un algorithme de data science, par exemple, de graph data science. Et pour pouvoir utiliser ça pour enrichir un data frame, par ailleurs, faire de la feature engineering. Donc, on se connecte très bien avec votre écosystème. Donc là, je vous ai beaucoup parlé, mais bon, vous avez peut-être envie de voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Donc, je vais vous faire une démonstration en live de ce qu'on peut faire avec Neo4j. Donc, travaux pratiques. J'ai pris un jeu de données que j'ai trouvé sur le site Kaggle, bien connu des data scientists qui ont envie de se faire un petit peu la main. Donc, je vous invite à aller sur Kaggle hein, si vous voulez jouer, apprendre. Il y a beaucoup de jeux de données intéressants. Là, j'ai pris un jeu de données, c'est un corpus de tweets. Donc, tweet, je ne sais pas si tout le monde connaît Twitter ici. Twitter, c'est un outil de microblogage. Donc, chacun peut émettre des tweets. Ce sont des petites interventions publiques sur le sujet de votre choix. Mais moi, j'ai pris des tweets qui étaient reliés aux élections américaines de 2020. Ce corpus, il va du 15 octobre au 8 novembre. Alors là, ça tourne sur ma machine. Je n'ai importé que le premier jour de données. Donc, vous avez des données du 15 octobre 2020 sur les élections américaines. Ces données, elles sont sous la forme de fichiers. Alors, CSV, c'est un grand mot parce que les données, on va dire qu'elles sont un petit peu de qualité variable. Toutes les lignes ne font pas la même taille. Il y a des problèmes de jeu de caractères, des virgules qui manquent, etc. Donc, il a fallu nettoyer un peu ce jeu de données. Hein. Si vous êtes data scientist, vous savez que c'est une grosse partie de votre travail. Il faut savoir, ou anglais, comme disent les étudiants, il faut savoir manipuler, modifier, déformer, améliorer la qualité de vos données, filtrer, etc. Pour ça, j'ai utilisé Python. C'est un choix, il y en a d'autres. Donc, j'ai utilisé Python et le driver Python Neo4j pour faire la première partie de l'import des données. Et puis, pour tout le reste, j'ai utilisé Cypher pour plaquer les données sur le modèle de données que je vais vous proposer ici. Le modèle de données, alors, il va évoluer au fur et à mesure de cette démonstration. Mais vous pouvez le voir d'abord comme ça. Vous avez des utilisateurs de Twitter. Ces utilisateurs tweetent des tweets. Donc, ils ont tweeté des tweets. Donc, on a une entité utilisateur. On va dire que c'est un type de nœud. C'est un label. On a une entité tweet. Et ensuite, on va avoir des hashtags. Un hashtag, alors, on traduit assez mal d'ailleurs par mot dièse en français. C'est un mot précédé du signe H qui ressemble à un dièse, qui n'est pas tout à fait un dièse. Ce hashtag, il peut être contenu dans un tweet ou éventuellement même dans une description d'utilisateur. Donc, quand un tweet contient le mot hashtag, on va créer un lien, non pas directement vers le hashtag, parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce que sinon on aurait des hashtags avec un nombre de relations beaucoup trop important. S'il y a 1 million de tweets qui contiennent le hashtag Trump, je n'ai pas intérêt à créer un nœud hashtag avec 1 million de voisins. Comme je vous ai dit, on a l'adjacence sans index. Je n'ai pas intérêt à avoir un hashtag qui contient 1 million de pointeurs dans sa case mémoire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai divisé ce hashtag en sous-ensembles temporels. Un hashtag, il va avoir plusieurs jours, par exemple. Bon, ici, je vais en avoir qu'un
parce que j'ai qu'1 jour de données. Ce jour, il va être divisé en 24 heures, et une heure, elle va être divisée en 60 minutes. Donc un tweet, il va être tagué directement un hashtag minute. Ça va être par exemple Diez Trump le 15 octobre à 22h12. Voilà. Et je pourrais trouver le nœud hashtag en remontant la relation est un sous-ensemble temporel du précédent. Donc si je la remonte, je peux remonter jusqu'au hashtag. Donc voilà, ça c'est le modèle de données qu'on a utilisé. User, tweet et une arborescence temporelle de hashtag. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de manière plus concrète ce qu'on fait avec. Donc c'est là qu'on commence normalement un peu à transpirer. Voilà un outil qui s'appelle Neo4j Desktop. Cet outil, il permet de faire des requêtes à la base de données. Alors pour ceux qui font du MySQL, c'est l'équivalent de PHP MyAdmin, on peut dire, mais bon, on va dire en plus moderne. Là, j'ai lancé une requête qui est un guide qui va me permettre de vous dérouler cette démonstration. Alors, ici, j'ai du texte et du code. Là, je vais vous expliquer comment on prépare les données. Alors, on peut définir des contraintes et des index dans Neo4j. Définir que tel nœud doit avoir, par exemple, un identifiant en son sein, etc. Et définir des index. Des index, ça va permettre aux requêtes de Cypher d'être plus efficaces et d'accéder plus rapidement à certaines informations. Donc, c'est un code que j'ai déjà exécuté et qui est déjà contenu dans mes données, donc je ne le réexécute pas. Ensuite, là, suite à l'ingestion, j'ai fait ce que je vous disais, c'est-à-dire connecter mes tweets à mes hashtags minutes, puis mes hashtags heures, puis mes hashtags jours, puis mes hashtags tout court, etc. Donc, j'ai créé ces nœuds-là pour chaque tweet et j'ai relié avec l'instruction j'ai relié mon tweet à toute la pyramide. Voilà. J'ai aussi créé des liens entre les utilisateurs et les hashtags. C'est-à-dire, j'ai voulu aussi pouvoir voir un peu les sujets qui intéressaient certains utilisateurs. Un utilisateur, dans sa description, il va dire, par exemple, qu'il aime les motos. Il va peut-être mettre hashtag moto. Et j'ai envie qu'il y ait un lien entre l'utilisateur et le hashtag moto. Donc, je crée ça en Cypher. Je fais une recherche de hashtag. Donc, ici, vous voyez une expression régulière. Et si je le trouve, je crée le nœud hashtag s'il n'existe pas déjà. Et je relie mon utilisateur, tag d'une description, à mon hashtag. Voilà. Alors, pour pouvoir explorer, voilà, je peux vous montrer déjà que on peut voir le schéma de données avec, en faisant un appel à une routine en Cypher qui permet de voir les différentes données. Donc, je peux après explorer mes tweets, explorer mes utilisateurs, etc. Donc là, il y a des relations en plus que ce que je vous ai montré parce que j'ai déjà pas mal joué un peu avec cette base de données. Mais vous voyez là le modèle qui se dessine, ici les hashtags et le temps, etc. Je vais laisser cette case en haut avec la petite punaise. Ensuite, j'ai envie d'explorer. Pour ça, j'ai Cypher qui me permet d'explorer mes données. Par exemple, j'ai envie de connaître les hashtags les plus populaires ce jour-ci. Donc, par exemple, le 15 octobre 2020, de toute façon, j'ai les données que pour ce jour-là aujourd'hui, et je peux voir que les hashtags les plus utilisés, donc ici, dans 16 489 tweets, le hashtag le plus utilisé, c'est Diez Trump. On aurait pu s'y attendre. Biden n'est pas loin. Joe Biden, Donald Trump, Covid, Hunter Biden, Biden-Harris, élection, vote, MAGA, Hunter Biden's email, Twitter, etc. Donc, on voit ici qu'on peut accéder facilement. Avec 5 lignes de Cypher, je peux savoir un peu aujourd'hui ce qui se dit sur Twitter sans trop de difficultés. Je peux
aussi voir qui sont mes influenceurs clés. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser la Betweenness Centrality. Ici, j'ai fait quelque chose de plus simple. Je veux dire qu'un un utilisateur est influent si ses tweets sont likés et retweetés. Donc, j'ai multiplié le nombre de likes par le nombre de retweets de chacun de ces tweets et j'ai fait la somme. Et ça va être le score de KOL, donc Key Opinion Leader, pour un de mes utilisateurs. Donc, je peux aller voir, je vais vous montrer un petit peu l'outil Bloom. L'outil Bloom qui est l'outil de visualisation. Ici, je peux aller voir mes utilisateurs. Donc, je vais aller voir mes utilisateurs. J'ai une barre de recherche qui me permet de chercher mes utilisateurs. Vous voyez que ça jaillit un peu comme une fleur, d'où le nom Bloom. Je peux voir un de mes utilisateurs. Cet utilisateur, qui s'appelle Sandra, elle a un score KOL qui est élevé, 429 835. Cet utilisateur-là, ici, Fake Consultant, il va avoir un KOL score de 6. Voilà, donc beaucoup moins important. Ça me permet de savoir, encore une fois, par où passe l'information, etc. Donc là, pour l'instant, mon réseau, il n'est pas vraiment structuré. J'ai des utilisateurs qui sont que des points. Donc, je n'ai pas utilisé vraiment une structure de graphe pour extraire ce KOL. Je l'ai fait juste en regardant les tweets voisins de mes utilisateurs. Là, je peux regarder, essayer de trouver quels sont les utilisateurs qui ont un hashtag donné. Par exemple, si je veux connaître les utilisateurs qui ont le hashtag Biden, je peux le faire comme ça. Je lance ma requête et je peux voir, là j'ai limité à 15 le nombre d'utilisateurs, mais je peux voir par exemple ici Mimi Gann, elle a le hashtag Biden dans sa description, idem, etc. Donc là, je peux facilement obtenir ces informations-là. Encore une fois, là, on est dans l'exploration. On utilise Cypher. On peut utiliser ça. On pourrait regarder ça aussi dans Bloom. Donc, regarder les utilisateurs et les hashtags, comment ils sont reliés. Je peux obtenir de l'information. Là, je vois déjà qu'il va être intéressant de faire de la morphologie sur ce graphe-là, parce que j'ai des grappes qui se créent, j'ai des zones de concentration d'informations utiles. Et ça, c'est important. C'est important de voir que des users, des hashtags, un graphe utilisateur hashtag dans la description, c'est déjà structurellement important. Donc, par exemple, là, je peux aller encore dans Bloom. Je peux regarder pour un hashtag donné. Je vais faire hashtag minute pour éviter d'avoir des chemins trop compliqués à écrire. Regardez, par exemple, des hashtags qui partagent un même tweet. Ça, c'est intéressant de regarder des hashtags qui cohabitent dans des tweets. Je peux lancer une requête. J'ai oublié non, ça va très bien. Je peux regarder, par exemple, voilà 2 hashtags ici. Celui-là, le hashtag Limbo, il va être relié au hashtag CISPAN ou au hashtag GOP, au Parti républicain, Twitter, etc. Je peux voir que des hashtags ont des points communs. Ici, ce hashtag-là, POW et NotFit. Voilà. Donc, je vois encore une fois, en faisant un graphe simple, hashtag minute tweet, j'ai déjà structurellement des choses intéressantes. Si je trouve que c'est intéressant de savoir ça, que je peux me dire pour un hashtag donné, j'ai envie de connaître les hashtags voisins au sens du graphe qu'on a ici. Pour ça, je peux faire une requête en Cypher. Par exemple, si j'ai envie de connaître les hashtags voisins du hashtag Twitter, je peux faire cette requête-là. Et j'obtiens Facebook, élection, Donald Trump, censorship, etc. J'ai des hashtags qui apparaissent. Mais là,
je suis dans mon interface Neo4j Desktop, je suis un développeur, je sais écrire du Cypher, je peux le faire. Mais peut-être que mon collègue du métier, lui, qui est un expert des réseaux sociaux, qui vient plutôt de la communication, du marketing et qui ne sait pas coder en Cypher, il aimerait peut-être avoir cette capacité-là. Et lui, il aime bien Bloom parce que c'est joli. Il a peut-être envie de prendre cette requête-là et d'en faire ce qu'on appelle une search phrase. Alors, je vais vous montrer ce que c'est une search phrase. Ici, une search phrase, ça va être je vais écrire la requête qu'on a ici en la paramétrant par le tag, le nom du hashtag, et je vais écrire une phrase en langage naturel, hashtag related to tag. Ça va me donner les hashtags qui sont en relation avec un hashtag donné. Ce hashtag, il va être recherché dans la base de données. Ça va permettre l'autocomplétion assez facilement. Donc ça, j'ai donné à mon utilisateur Bloom la force de Cypher, le pouvoir de Cypher, grâce à ça. Hashtag related to, et je peux ici taper Twitter. Et là, je vais avoir les mêmes réponses. Donc là, facilement, Bloom devient un outil de requêtage de graphes en langage naturel parce que le métier et les développeurs savent bien travailler ensemble et que l'outil s'y prête. Voilà. Donc là, la force de Cypher dans Bloom. Ensuite, voilà, on a fait pas mal d'exploration, mais on n'est pas encore dans ce qu'on appelle de la graph data science. Là, on a fait de la recherche de motifs, etc. dans le graphe. On n'a pas utilisé la graph data science. La graph data science, elle permet d'appliquer des algorithmes décentralisés, non locaux, globaux au graphe, de manière massivement parallèle à vos graphes. C'est ça la bibliothèque Graph Data Science de Neo4j. C'est ce que vous ne pouvez pas faire vous-même avec Python, parce que dans la vraie vie, les graphes sont immenses et que sur des graphes immenses, on ne peut pas faire de l'algorithmique de graphes si on ne programme pas de manière parallélisée. Et si on veut programmer de manière parallélisée, ben c'est très compliqué, sauf si on utilise un framework déjà existant. Et c'est ce qu'on vous propose avec GDS. Alors là, comment GDS marche? On a un graphe qui est persisté dans la base de données. On va extraire de ce graphe des graphes qu'on va projeter en mémoire. On va projeter des graphes en mémoire. Ils vont être dans la mémoire vive de votre serveur. Et vous allez pouvoir appliquer dessus des algorithmes, faire muter ces graphes, les faire évoluer en appliquant les algorithmes et ensuite écrire en base de données les résultats de ce que vous avez fait, ou alors le streamer sur la sortie standard, etc. Donc là, j'ai des graphes qui sont en mémoire, je vais les effacer. On va repartir à zéro, on va le faire en vrai. J'ai effacé les graphes que j'ai utilisés précédemment. Aussi les nœuds que je vais utiliser après, je les efface. Voilà. Alors, je vais créer un graphe hashtag user. C'est le même graphe que je vous ai montré tout à l'heure avec Bloom, je pense. Est-ce que je vous l'ai montré? User hashtag, ce graphe-là. J'aurais dû effacer les nœuds précédents, c'est pas grave. Ils vont s'y retrouver, ce graphe-là, hashtag user. Je vois qu'il y a des grappes intéressantes. J'ai envie de le projeter en mémoire pour pouvoir travailler dessus. Donc, je vais créer avec GDS un graphe. Je crée un graphe et je le projette en mémoire. Je lui donne un nom, hashtag to user, avec la description, en utilisant la description de l'utilisateur. Et il y a deux entités dans mon graphe, les entités hashtag et user, et une relation qui est tagged in description. Je projette. Voilà. J'ai créé un graphe. Il y a 35 000 nœuds, 15 000 relations. Ça s'est fait en 17 millisecondes sur mon ordinateur. C'est une projection qui est rapide, hein, surtout si on... Voilà, c'est une projection qu'on appelle native, qui va très vite sur votre serveur, et même si le graphe est grand. Est-ce que j'ai... Oui, c'est ça que je viens de faire. Voilà, maintenant, j'ai des utilisateurs qui partagent des hashtags. J'ai envie de savoir si des utilisateurs se ressemblent. Quand est-ce qu'ils vont se ressembler? Ils vont se ressembler si parmi les hashtags de leur description, il y en a un grand nombre en commun. C'est le pari que je fais, c'est l'hypothèse que je fais.
Donc ça, pour obtenir cette similarité qui s'appelle la similarité de Jacquard, c'est-à-dire je fais l'intersection des voisinages et je le divise je fais le cardinal de l'intersection des voisinages de deux sommets, je le divise par le cardinal de l'union des voisinages de mes sommets. C'est ça la métrique de Jacquard. Je vais l'appliquer à mon graphe. C'est très simple, hein. Je dis juste, transforme mon graphe, mutate, à partir de la similarité de nœud, c'est la similarité de Jacquard. On va créer une nouvelle relation qui va être une relation entre les utilisateurs. Ils sont similaires par leur hashtag dans la description. Et cette relation, elle aura un score. Voilà, très simple. Je lance ça. Et j'ai écrit 31 000 relations. Il écrit pas, par défaut, il n'écrit pas les relations où le score est nul pour éviter d'avoir de l'information inutile. Communauté d'utilisateurs, maintenant, j'ai ce graphe en mémoire, j'ai envie de créer des communautés. Je sais qui ressemble à qui, je vais avoir envie de créer des communautés. Alors d'abord, je vais nettoyer un peu mon graphe. J'ai plus besoin de mes hashtags, j'ai mes users et leurs similarités. Je vais garder que ça dans le graphe. Donc je vais faire un filtre avec subgraph. Je vais garder que les users et la similarité entre mes users. Voilà. Là, j'ai mon nouveau graphe qui a une relation de similarité. Alors, je peux l'écrire en bas si je veux. J'en ai pas forcément besoin, mais si je le fais, je vais pouvoir l'observer. Ça, c'est l'avantage. Alors, je vais changer on appelle ça de perspective dans Bloom, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de voir les données dans Bloom. On peut avoir plus ou moins d'entités qu'on désire voir. On peut les représenter dans des couleurs différentes. On peut leur mettre des icônes. Par exemple, là, les hashtags, je vais leur mettre un dièse, etc. Les users, ça va être des personnes. Et j'ai envie de voir les utilisateurs qui vont se ressembler. Alors, il est au sens de la description. Voilà. Je fais ça, je lance ma requête. Alors, j'ai mis une grosse limite, parce que j'aime bien voir des grands graphes pour avoir une vue éloignée. J'en ai peut-être demandé un peu trop, parce que c'est sur ma machine. Pardon. Alors, settings, non, pardon. Bon, c'est bon. Il a pu me montrer, mais bon, j'ai demandé beaucoup de nœuds quand même. Donc ici, on voit. Alors. Description. Ok. Donc on voit ici que j'ai des grappes qui se créent de mes utilisateurs. Alors je vais en mettre un peu moins quand même, pour pouvoir plus jouer avec. Je n'ai pas besoin de voir tout ça. Alors, voilà. Donc là, je vois que j'ai des communautés qui se créent quand même d'utilisateurs qui se ressemblent. Alors là, le dessin de graphe, il va faire en sorte que des objets connectés vont être proches. Donc là, je peux me dire que ici, celui-là, il a Maga, par exemple, dans sa description. Celui-là aussi, il a Maga, etc. Donc, et celui-là, il a des choses qui vont être reliées. Bon, encore Maga, des supporters manifestement de Trump. Et ici, on va avoir Biden-Harris 2020, encore Biden-Harris 2020. Donc là, on va avoir Biden-Harris, etc. Donc plus des supporters du démocrate. Donc il y a des grappes qui se créent comme ça. Pour l'instant, j'ai la distance, je suis capable de les dessiner, de les observer, mais ce n'est pas facile à utiliser de manière algorithmique parce que je n'ai pas exprimé ces communautés. Comment je peux faire? Donc j'ai écrit cette relation. Maintenant, je vais appliquer ce qu'on appelle un algorithme de détection de communauté. Ici, celui qu'on utilise, c'est l'algorithme de Louvain, nommé en hommage à l'université de Louvain, en Belgique. Cet algorithme, il est capable de manière hiérarchique de créer des communautés
en fonction de la topologie du graphe. Il est capable de minimiser. En fait, il va trouver les communautés telles qu'il y ait peu d'arêtes intercommunautés. Voilà. C'est pour vous donner une intuition de comment fonctionne cet algorithme. Donc là, je l'ai. Est-ce que je l'ai appliqué? Non, pas encore. Je vais l'appliquer. Voilà. Donc là, j'ai créé 13 000 communautés. Il y a beaucoup de communautés parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont bêtement un peu solitaires, ils n'ont peut-être pas de hashtag dans leur nom ou alors des hashtags un peu qui leur sont propres. Maintenant que j'ai mes communautés, j'ai envie. Moi, j'aime bien. Moi, je fais des graphes. Donc, c'est bien d'avoir des communautés. Pour l'instant, je vais vous le montrer. Je vais rafraîchir mes données. Les utilisateurs on leur a donné un nom, un numéro de communauté. Par exemple, 12 153. Ce numéro de communauté, j'ai envie de le transformer en graphe. J'ai envie de le transformer en nœud. Et je vais créer une relation entre mon utilisateur et ma communauté. Voilà. Je crée ce lien. Ensuite, je vais aussi créer entre ma communauté et les 5 hashtags les plus importants, les plus représentés dans cette communauté. Je vais aussi créer un lien. Ça va me permettre un peu d'observer ma communauté et de voir comment elle est constituée. Donc là, je fais quelques petites requêtes, on va dire, pour créer un modèle où j'ai un utilisateur, la description du hashtag, voilà, la communauté via hashtag, etc. Et le hashtag qui est le plus représenté, etc. Ce qui va me permettre, là, j'ai déjà quelque chose qui est assez utile. C'est-à-dire, là, j'ai déjà, sur le plan de l'expressivité, quelque chose de très puissant. Je peux aller, ce que je vais faire, je vais, pardon, où est-ce que je suis? Voilà. Je peux aller jouer, par exemple, avec Python, essayer de créer des graphiques et même créer ici un dashboard. Je vais pouvoir, avec un dashboard, obtenir des informations. Quels sont les hashtags les plus à la mode? Par exemple, ici, là, je seuille par le score pour être sûr d'avoir les hashtags les plus en vogue. Boycott NBC, Main Street, Crook Joe Biden, etc. Je vois les hashtags à la mode sans tenir compte des communautés. C'est ça. Si là, je vois que le hashtag Covid, par exemple, on en parle un peu toute la journée de manière régulière, je peux me dire, voilà, quelle communauté en parle. Alors, je peux voir que cette grande communauté verte ici, Résistance Blue Wave, qui est plutôt une communauté démocrate, en parle. Cette communauté bleue aussi, qui va être plutôt démocrate. Mais bon, on ne voit pas bien parce que ces communautés, on a noté les 5 hashtags les plus importants, mais ce n'est pas facile à voir. On a envie d'essayer de voir quelles sont les communautés qui se ressemblent pour pouvoir en déduire une macro-communauté, on va dire, qui va être les démocrates et les républicains. Pour ça, je vais faire de la similarité. Je vais regarder le graphe communauté hashtag avec asMain tag et je vais pouvoir, en appliquant la même démarche, en faisant de la similarité dessus, les relier en faisant des sortes de méta-communautés qui vont être des comment on peut dire, qui vont être des communautés de communautés. Donc pour ça, je vais appliquer un algorithme qui va être d'abord, je vais calculer la distance qu'il y a entre deux communautés. Ensuite, je vais faire un seuillage sur cette distance. Je vais vous montrer. C'est quoi le nom de ma similaire? Pardon, alors j'ai un peu de lenteur avec.
voir qu'il y a des communautés un peu qui vont être plus ou moins pertinentes. Donc, je vois ici que je vais avoir une communauté clairement démocrate, avec des hashtags plutôt démocrates, et ici plutôt une communauté qu'on va qualifier de plutôt républicaine. Et donc, via un seuillage, je peux essayer de trouver des propriétés, par exemple, je vais essayer de voir, de les isoler. Par exemple, si je mets 1,5 ici, j'applique le filtre, ça va être trop. 1,1. Ici, j'ai combien? 0,25. 0,2. J'applique le filtre. Voilà, là, j'ai déjà quelque chose de plus intéressant. 0,15. 0,1. C'est 0,13. Allez hop. Voilà, là, je suis presque bon. 0,11. Allez, je vais mettre 0, à juger. Voilà. Là, je vais avoir quelque chose qui me permet d'identifier des communautés qui vont être de gauche ou de droite, qui vont être républicaines ou démocrates. Donc là, je peux appliquer cet algorithme. On a dit 0,12. Je vais pouvoir créer ce graphe seuillé, c'est-à-dire je vais filtrer les arêtes qui ne m'intéressent pas, et ensuite je vais trouver les composantes connexes, les îles flottantes que j'ai sur ce graphe, et je peux créer mes liens entre mes communautés et mes méta-communautés. Voilà. Donc là, je vais avoir quelque chose de plus puissant. Je peux aller ensuite voir. Je vais d'abord faire une requête Cypher un petit peu pour voir. Non, je vais d'abord regarder mes méta-communautés. Méta-communautés, et je vais rafraîchir encore une fois la perspective. Alors, dès qu'on fait un changement en base structurel, c'est bien de rafraîchir. Alors, est-ce que j'y suis allé trop fort? Je suis peut-être allé un peu trop fort sur le seuillage. Ici, j'ai une communauté qui va être intéressante. Méta-communauté, alors, il y a quoi là-dedans? Resist, Biden-Harris. Donc là, j'ai une communauté clairement bleue, clairement démocrate, qui est la communauté 3522. Et je vais avoir une communauté une autre communauté ici, par exemple. Alors, bon, le seuillage il était un petit peu trop violent, mais bon, ça va. Là, j'ai la méta-communauté 3372, qui va être la communauté rouge, on va dire. Je peux appliquer ici en mettant ces deux communautés, essayer de trouver, par exemple, qui sont les acteurs principaux de ces communautés. Voilà. Donc, je vois ici, Tribulation, ça va être un compte de droite très important. Et pour pardon, excusez-moi, et pour l'autre communauté, je vais avoir Brian Jam, qui va être un compte aussi très important. Il y en a d'autres. Voilà. Et je peux vous montrer
la répercussion un petit peu au niveau de ma capacité graphique à lire ces informations. Alors, on a dit que les communautés étaient 3, 3, 7, 2 et 3, 5, 2, 2. Je vais relancer le dashboard. Est-ce qu'il m'a lancé mon dashboard? Il m'a lancé mon dashboard ici. Je supprimer celui-là. Et là, je vois que pour un hashtag donné, je peux voir qui en parle par couleur. Voilà. Par exemple, si je vais voir NBC Trump Accomplice, c'est quand même plus la gauche qui va en parler, même si la droite en parle un petit peu après en réaction. Si je vois Hunter Biden email, c'est clairement plutôt la droite qui va en parler. Et là, les bleus, alors soit ils ne tombent pas dans la fake news, soit ils sont dans une bulle informationnelle. On peut l'interpréter comme on veut. Twitter, c'est plutôt les rouges qui vont parler de Twitter aujourd'hui. Donc là, on est capable de voir comment une information est passée d'une bulle informationnelle à l'autre. Désolé, j'ai un petit peu débordé sur le temps, j'ai eu des petites lenteurs sur Bloom. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions, Pierre, pour le moment. Peut-être qu'il peut y en avoir de postés dans l'onglet Q&A. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ça veut dire que tu as été très clair. Ah. Tout le monde s'est endormi. Effectivement, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Après, tu peux peut-être du coup approfondir sur est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut faire du prédictif avec la Graph Data Science sur les réseaux sociaux peut-être? C'est une bonne question. Alors oui, on peut aller plus loin. Alors, il y a des choses que je n'ai pas abordées. Déjà, j'ai utilisé trois algorithmes. Il y en a beaucoup plus. On a tout un panel d'algorithmes, donc divisés en 6 grandes catégories qui correspondent plus ou moins aux icônes de l'analyse structurale dont je vous ai parlé. Et on a une dizaine d'algorithmes par catégorie qui vous permettent, suivant le cas, de trouver la bonne manière d'obtenir l'information qui convient. Ensuite, on est capable de faire de la prédiction de liens. Par exemple, ça, je ne l'ai pas du tout abordé. Est-ce que deux personnes vont être amenées à être reliées, est-ce qu'une personne va être amenée à rejoindre une communauté, à passer d'une communauté à l'autre, etc. Donc, je peux prédire, je peux prévenir, je peux savoir ce qui va se passer après. Là, pour l'instant, on a été capable de voir, entre guillemets, ce qui est important, ce qui me permet de monitorer mon activité. On a été capable de détecter des choses un peu inhabituelles. Par exemple, quelque chose qui buzz dans une communauté, mais pas dans une autre. Une information qui contamine une communauté, etc. Ça, on a été capable de le voir. Mais on a envie aussi de savoir quels vont être les prochains buzz, quelle est la possibilité de buzz de tel ou tel hashtag, etc. Plus en amont. Ensuite, on va être aussi capable, avec ce qu'on appelle le node embedding, de transformer les données, on va dire, graphes, les données de connexion de votre graphe, en données tabulaires, en données vectorielles, qui vont être lisibles par votre workflow de machine learning classique. Si vous voulez exposer des nœuds d'un graphe à un réseau de neurones, eh ben, c'est possible. C'est possible grâce au node embedding, qui est un type d'algorithme que nous proposons. Voilà, pour répondre à ta question, Eva.